dans des choses sérieuses. Bonjour les charismatiques, nous sommes là sur le plateau de En mode chroniqueuse. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Alors je suis Émilie, je suis votre co-animatrice sur le plateau de En mode chroniqueuse et je ne suis pas seule, je sais que vous êtes impatients de voir l'illustre First Grace et nous sommes également accompagnés du docteur Constant. Et nous avons une invitée spéciale, Gisèle Fontaine-Kayembe. Elle va nous entretenir, elle va rentrer dans ce sujet que nous avons débuté sur la drépanocytose. Vous vous souvenez que nous avions abordé ce sujet dans le premier épisode parce que c'est un sujet pertinent, c'est un sujet de santé publique. Nous avons pris le temps de définir en fait la maladie et nous avons retenu avec le docteur Constant qu'une personne malade, on l'appelle SS, c'est un drépanocytaire SS, et qu'une personne qui est saine mais qui peut porter éventuellement la maladie est dite AS et que c'est une maladie qui se transmet de manière génétique. Et pour dépister la maladie, cela nécessite de faire donc une électrophorèse. Vous vous souvenez de tout ça? Ok. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer d'apprendre autrement sur cette maladie et nous voulons faire un arrêt sur un témoignage de vie avec Gisèle et nous voulons oser, pourquoi pas, parler de stigma. Nous voulons aussi réfléchir tous ensemble sur comment notre église locale peut se positionner par rapport à cette problématique de santé publique. Et comme je disais tantôt, je ne suis pas seule. First Grace, bonjour. Bonjour Émilie. À toi là, le plateau, c'est quand même ton plateau là. Oui, je sais, je suis comme une invitée. Et voilà, je vous salue, vous qui nous regardez de partout, en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. Nous sommes à Montréal, donc nous sommes dans la joie de vous accueillir sur ces plateaux vitrines pour Christ. Je suis First Grace Suzy Ndelo, donc ma joie est grande, c'est midi de vous recevoir, en tout cas en temps réel. Là où vous êtes, vous nous regardez, je vous salue et je vous envoie des gros câlins parce que je suis en mode chroniqueuse, je suis très à l'aise, relax et puis voilà. Alors comme ma co-animatrice a bien parlé, nous ne sommes pas seuls, nous avons Gisèle. Gisèle, ça a fait vraiment un grand plaisir de te recevoir et merci d'accepter notre invitation vraiment sur ce plateau. Docteur Constant, vous l'avez vu dans l'épisode précédent et là maintenant on a quelqu'un de spécial et cette personne je l'admire beaucoup, je l'apprécie beaucoup, c'est une femme à métier chapeau. Alors voilà, c'est vraiment une femme exceptionnelle, une femme avec plusieurs grâces. Alors vraiment je suis dans la joie de t'accueillir sur cette plateforme qui est vitrine pour Christ, Caris. Alors voilà, tu es vraiment notre invité d'honneur. Le docteur Constant a beaucoup parlé la dernière fois, mais on veut vraiment traverser cet épisode avec toi. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien, First Grace. Merci beaucoup, Émilie et toi de me recevoir. C'est un privilège. J'écoute beaucoup l'émission et je ne vais pas me cacher que en vous regardant, j'avais cette envie-là de me faire inviter. Ah ben voilà. Je suis là aujourd'hui, donc je suis très contente d'être parmi vous. Bon, pour aller dans le vif du sujet, ma première question est celle-ci. Comment as-tu appris la maladie? Alors d'abord, pour commencer, ce n'est pas moi qui suis drépanocytaire, c'est ma fille aînée
qui souffre de cette, voilà, de cette maladie, on dit maladie chronique, hein. Oui. Voilà, de cette maladie chronique. Donc elle est drépanocytaire. Et je l'ai appris, en fait, j'ai appris la nouvelle quand elle était encore dans mon, voilà, dans mon sein, quand elle était encore dans mon ventre, grâce à une amniosynthèse qui avait été faite en Afrique du Sud. C'est à ce moment-là que j'avais su que l'enfant que je portais était drépanocytaire. Donc la nouvelle t'est arrivée lorsque l'enfant, ta fille, était encore dans le ventre. Oui. Même pas encore née. Non, elle n'était pas encore née. J'avais fait, bon, par le hasard des circonstances, j'étais en Afrique du Sud, j'accompagnais ma sœur qui devait avoir des rendez-vous médicaux et tout, donc j'en ai profité pour faire une amniosynthèse aussi. C'était, voilà, j'étais jeune, première grossesse et tout. Donc j'ai fait mon amniosynthèse, je suis rentrée au Congo et puis les résultats me sont parvenus. En disant que l'enfant que je portais était atteint voilà, d'une anémie très très avancée et le médecin nous conseillait vivement à l'époque, donc mon ex-mari et moi, de d'interrompre la grossesse. Oh là là. Et voilà. Donc, quel est l'impact qu'il y a eu dans ta vie en tant que femme, mère, pour avoir son bébé, et puis on t'annonce cette nouvelle? Quel est l'impact? Comment tu as reçu cette nouvelle? C'est déstabilisant. C'est très déstabilisant parce que à l'époque j'étais jeune et j'aime le dire hein, parce que c'est moi-même qui le dis, j'étais naïve aussi. C'est correct, on a toutes été naïves, donc il n'y a vraiment pas de problème à donc, cela. C'est ça, Oui. J'étais jeune, très jeune, naïve et c'était un choc. Un choc déjà parce qu'il y avait deux choix qui se présentaient à moi. Soit je gardais l'enfant et je devrais m'attendre à ce qui allait m'arriver parce que le médecin ne s'est pas caché, hein. Il s'est vraiment fait plaisir à me faire peur. Mais en même temps, avec le temps, j'ai compris qu'il ne m'a pas fait peur. Il m'a juste étalé la situation, ce qui m'attendait. Et donc, il m'a bien expliqué et c'était à moi de choisir où je garde l'enfant, où je décide d'arrêter ça là. Mais naturellement, j'ai gardé l'enfant et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a 14 ans. Et on ne regrette rien. Amen. Mais par rapport à ton mari, par rapport à ta belle famille, est-ce qu'ils n'avaient pas de point de vue là-dessus ou bien c'est carrément toi-même qui as décidé de garder les bébés? Le point de vue, il faut dire que j'ai pas... on était deux concernés, hein. On était deux concernés et on s'entend que, étant donné que l'enfant était en moi, c'est naturellement moi qui devais avoir le dernier mot, peu importe la vie de... Mais je peux comprendre ça. Tu sais qu'en Afrique, là, c'est mal perçu, avoir un enfant SS, si je peux le dire comme ça, là, c'est comme on l'attribue à la sorcellerie, à d'autres choses. Et puis, comment tu as pu surmonter cette épreuve et d'en prendre une décision claire et nette, je garde mon bébé? Bon, je ne sais pas expliquer dans quel état j'étais à l'époque pour prendre, je pense qu'on en avait parlé et puis après c'était moi personnellement, j'avais dit qu'il n'était pas question que je perde l'enfant. Je voulais garder l'enfant quoi qu'il arrive, mais aussi parce que bon, il y avait beaucoup de gens qui nous parlaient. Vous savez, en Afrique, on vit en communauté. Hein. La famille parle, les amis parlent, donc les gens Quel genre de choses que les gens te parlaient? Il y en a qui disaient, ouais, de toutes les façons, regarde mes parents, ils sont dans la même situation que toi, mais aujourd'hui, ils n'ont pas eu un seul enfant anémique. Regarde un tel, mais d'autres aussi te disaient, oui, mais regarde un tel qui souffre aujourd'hui. Et puis d'autres qui disaient, ouais, mais un peu comme vous avez dit tantôt, First Grace, que les enfants qui portent la maladie
Au Congo, en Afrique de façon générale, mais je me concentre plus au Congo parce que je maîtrise mieux le Congo. C'est voilà. normal. Et étant donné que je viens de là, au Congo, c'est quand même des gens qui sont mis à part. Hein. C'est comme des sous-hommes, c'est des personnes. Donc il y a quand même une stigmatisation sur la maladie. Exactement. C'est assez courageux de ta part, au-delà de cette stigmatisation qui plane dans la, j'allais dire dans la société dans laquelle tu vivais à l'époque, de prendre cette décision-là. Tu avais quel âge, si c'est pas indiscret? Mon Dieu, j'étais dans la vingtaine. Mais c'est osé. Ouais, Franchement, c'est vingtaine. osé. Pour le type de société d'où nous venons, c'est osé. Ouais, et surtout que à l'époque, il y avait une de mes sœurs, une de mes grandes sœurs, parce que c'est pas comme si je découvrais la maladie pour la première fois, mais une de mes grandes sœurs avait déjà un enfant. Elle a 4 enfants, mais dont un est drépanocytaire. Et je connaissais déjà, c'est pour ça que je dis j'étais naïve. J'étais naïve et j'étais très amoureuse. Et je voyais le monde en rose. Voilà, différemment. Et c'est à partir de cette situation que les choses ont commencé à changer petit à petit en moi et même autour de moi, la façon dont les gens me regardaient. J'avais l'impression que les gens ne me regardaient plus de la même façon parce que chaque personne venait avec son conseil. Et quand j'ai pris ma décision de quitter celle de garder, il y en a qui ont accepté de m'accompagner dans ça. Mais il y en a d'autres naturellement qui, même quand l'enfant était né, qui pris leur distance. Qui continuent à me faire comprendre que, écoute, de toute façon, bientôt tu n'auras pas d'enfant. Ils de soi et ils voyaient déjà ils étaient défaitistes. Aller, et puis voilà, est-ce que tu avais, là maintenant, est-ce que tu as des regrets ou tu te sens culpabilisé par rapport à la décision que tu avais prise à cette époque-là? Non, si c'était à refaire, je le referais. J'ai dit la décision, vous comprenez bien. Voilà, parce que si c'était... quand je dis si c'était à refaire, c'est sûr que je déciderais de garder mon enfant. Parce que c'est une merveilleuse petite fille aujourd'hui, une bénédiction pour nous, ses parents. Et pour nous aussi, pour l'Église. Pour l'Église aussi. Moi, je l'appelle affectueusement la femme de feu. Voilà, la femme de feu, justement, que Émilie l'a surnommée femme de feu. Donc, c'est une bénédiction et c'est une fierté. Pour, là, je le dis, je ne parle pas seulement en mon nom, je parle aussi au nom de mon mari, mon actuel mari. Et même pour ma famille biologique, c'est un trésor. Voilà, donc pour rien au monde, je ne regretterai. Mais je ne vous cacherai pas par contre qu'il est arrivé à une période où je me questionnais beaucoup. Sûr. Mais parce qu'en voyant, en vivant la situation maintenant, en voyant mon enfant souffrir, pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois, quand elle fait des crises. Je n'aime pas dire ces crises parce que ça ne lui appartient pas. Quand elle fait des crises, c'est très souffrant. Et j'ai passé des moments très compliqués, je veux dire, par rapport à moi-même. Je me questionnais beaucoup sur mon choix, justement. Veux pas, c'est des choses qui peuvent arriver, parce que quand on est devant des faits accomplis, ça nous emmène à nous questionner. J'ai vécu des moments très compliqués, et c'est avec du recul, en grandissant, que j'ai compris que c'était une dépression. Et surtout, en grandissant, que c'était une dépression. Mais quel est maintenant le regard, la perception que tu as vis-à-vis du mariage? En tout cas, par la grâce de Dieu, je peux dire que je vis la gloire de la seconde maison. Amen. C'est une grâce que Dieu m'a faite de recommencer une vie de mariage avec quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui... deux fois, je lui dis, parce qu'avant qu'on ne se marie, avant que je ne me remarie avec mon mari, je lui avais expliqué la situation. Il était au courant. Mais en vivant avec la situation, il m'arrive même souvent de lui dire, écoute, est-ce que tu pensais que ça pouvait être ainsi? Et en homme humble, simple, et aussi en craignant le Seigneur, et puis en homme amoureux de la femme que je suis, il me dit, peu importe,
tu n'es pas seul dans cette situation. Et c'est ça qui me donne encore la force. Parce que c'est pas évident. Passer des nuits et des nuits, ça chamboule un peu la routine, la vie de famille et tout. Et quand tu n'as pas quelqu'un qui t'aime pour des vraies raisons, ben, tu... C'est parce qu'en même temps, des fois, on a peut-être... la société dans laquelle on vit, on a peut-être des fois tendance à oublier qu'on a dit à la vie, à la mort, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé. Oui, dans la maladie, mais il faut comprendre que mon actuel mari, c'est avec moi qu'il s'est marié. Il a accepté l'enfant que j'avais. Et ça, c'est tout à son honneur. Oui. Parce que, deux fois je dis, mais est-ce que, comme on dit couramment, j'ai pas signé pour ça. Quand on vit c'est pour ça que je relève cela. Ça peut être des raisons de divorce. Mais ce qui me réconforte, c'est quand je le vois aller, il ne fait pas semblant de me soutenir, il ne fait pas semblant d'aimer notre fille, parce que ma fille porte son nom. Il ne fait pas semblant, mais il le fait. Et je ne bénirai jamais le Seigneur assez par rapport à ça. Oui, ce que tu vis au quotidien, j'imagine, oui, ça fait longtemps que je te connais, et je sais, à un moment donné, on a aussi traversé ces épreuves-là. À chaque fois que notre fille est à l'hôpital, ben, on est ensemble. Et puis, on sait qu'est-ce que c'est, comment c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux dire à une mère, à un papa, à une famille qui ont un enfant comme ça? Quels sont les encouragements que tu peux leur apporter pendant que toi aussi tu es dans la même situation? En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, la seule chose que je peux leur dire, c'est vraiment... Moi, je parle du Seigneur parce que je suis né de nouveau par la grâce de Dieu. Je l'ai rencontré et mon mari et moi sommes nés de nouveau. Et c'est ça qui nous a permis de tenir. La foi. C'est la foi qui nous a permis de tenir. Parce qu'on s'accroche aux promesses de Dieu. On se dit, OK, à la croix, Jésus a tout payé. Il a pris toutes nos iniquités. Mais la parole, de façon générale, on s'accroche à ces promesses-là. On se dit, bon... On y croit fermement et c'est aussi le partage de notre fille, c'est aussi notre partage et c'est ça qui nous réconforte. Parce que, croyez-moi, autrement, humainement parlant, c'est très difficile. Mais là, c'est bien, tu as parlé de la parole, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils font? J'imagine que c'est difficile. C'est très difficile, c'est ça. Oui. J'essaie de me détacher de... Parce que ça, c'est comme mon soubassement. Parce que moi-même, des fois, je me demande si je n'avais pas cette parole-là, si je n'avais pas ça, qu'est-ce que je serais? Parce qu'on a vécu des moments tellement difficiles que c'est... Mais moi, ce que j'apprécie dans ce que tu as eu à dire tantôt, et c'est valable aussi pour les personnes qui ne connaissent pas Christ. Moi, j'ai apprécié ton détachement mental. Tantôt, tu as dit, quand tu parlais des crises de ta fille, tu as employé le pronom « les crises », passé crise. Exactement. Les crises, passé crise. Exactement. Et donc, ça, c'est un exercice de foi. Je veux dire, par la parole, effectivement, la parole nous amène à faire un détachement avec la maladie versus la santé, mais c'est aussi un détachement mental qui te permet de rester debout. Donc, même une personne qui ne connaîtrait pas Christ, il faudrait aussi apprendre à refuser la maladie, non pas à la nier, mais à la refuser. Pour qu'elle reste hors de nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là? Oui, en tout cas, mes charismatiques, vraiment, il y a une grande émotion sur ce plateau de Caris. Vraiment, on a notre sœur Gisèle Kayembe qui nous démontre vraiment comment est-ce qu'elle a traversé, qu'elle traverse par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes là ensemble pour vous encourager, vous qui traversez des moments difficiles comme elle, mais il y a une porte de sortie qui est vraiment
les seigneurs, la parole de Dieu. Mais bon, je reviens le temps que Madame Fontaine se relaxe un peu là. Je reviens vers vous, docteur Constant. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt pour aller faire des recherches pour cette maladie dite la drépanocytose? D'abord, merci Grèce pour la question. On sait que départ, sa fréquence, la grande fréquence est d'origine africaine. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des proportions non considérables autour en Inde, dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas. Mais on s'entend que c'est la grande proportion, c'est en Afrique, d'une part. D'autre part, c'est dans la qualité de prise en charge. C'est les défis que rencontrent ces personnes. Et je pense que Dieu, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui dans des structures qui travaillent pour comprendre la maladie et pouvoir mieux accompagner les personnes qui font face. Donc je pense que c'est l'une des choses qui me motive aujourd'hui à pouvoir faire de la recherche pour être une bénédiction pour cette population d'où je viens et où on sait que les structures sont précaires, la prise en charge n'est pas adéquate et les gens meurent précocement alors qu'ils devaient vivre encore beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai envie de savoir, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as rencontré la maladie dans ton entourage? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a forcément eu un stimulus. Qu'est-ce qui a provoqué cette saine colère en toi, j'allais dire, ou qu'est-ce qui a provoqué cette curiosité intellectuelle de faire des recherches sur la drépanocytose? D'abord, dans nos structures de santé, la découverte de la maladie est tardive. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup qui ont découvert cette maladie à l'âge adulte. Des fois, on tâtonnait dans la prise en charge. On ne sait pas, c'est une anémie. Donc, on ne sait pas exactement qu'il y a un lien avec la drépanocytose. Et je connais une dame qui était SV thalassémique. On s'est dit c'est juste une anémie. Mais on n'avait pas le diagnostic de la maladie. Et ça, c'est dû à quoi? Manque de... C'est manque de structure. C'est manque de structure dans le sens que... comment je peux dire? On connaît la maladie. On sait que ça existe. Il y a des fréquences de la maladie. Mais on n'a pas les moyens pour pouvoir diagnostiquer cette maladie à la naissance. Et même avant la naissance, on n'a pas les structures. Donc, l'enfant qui naît, si les parents ne savent pas, ne connaissent pas leur statut par rapport au profil de l'hémoglobine, donc l'enfant qui naît, si l'enfant est AS, ils ne sauront pas que l'enfant est AS. Si l'enfant est SS, on ne saura pas d'emblée que l'enfant est SS, c'est ça. Donc pendant les 6 premiers mois, bon, l'enfant est bon parce qu'il y a une certaine protection, mais après 6 mois, les premières crises commencent à se manifester et déjà l'environnement qui est précaire, les structures de santé qui sont précaires font qu'on va penser à une anémie. Mais actuellement, quand même, il y a beaucoup d'avancées. Mais malheureusement, ce sont des structures privées qui mettent aujourd'hui des moyens pour un diagnostic beaucoup plus précoce de la maladie. Heureusement pour toi, Gisèle, tu as été quelque part dans un autre pays développé. Mais si tu étais encore là où tu étais, peut-être tu l'aurais su après. Parce que si le dépistage, il est à la naissance. Donc, déjà, dès le début, on sait prendre en charge l'enfant qui a cette problématique. Alors que dans nos pays, dans les structures de l'État, il n'y a pas cette approche en termes de dépistage néonatal. Donc, tous les enfants qui naissent au Québec, systématiquement, on fait un dépistage par rapport à la drépanocytose. Tout à fait. Alors que si cela pouvait être possible dans nos structures en Afrique, on sauverait beaucoup de vies. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos apports. Et moi, je veux encore souligner ton courage, Gisèle, parce que ce n'est pas évident, effectivement, de se montrer vulnérable, d'exposer une portion de nous. Mais je te félicite parce que tu enseignes d'une autre façon, encore une fois, comme je l'avais dit au tout début. Tantôt, tu disais effectivement que ta fille vivait les crises. Ok. Alors, je voudrais savoir
comment ça se passe en fait la dynamique avec ses frères et sœurs quand elle vit ses crises ou éventuellement le quotidien? Alors, c'est assez spécial. C'est assez spécial parce qu'il faut quand même regarder l'écart d'âge. Hein. Ma fille, notre aînée, notre fille, à mon mari et moi, à 14 ans. Notre aînée à 14 ans. Celle qui vient après elle, à 12 ans. Et puis, le garçon aura 5 ans, 3 ans, et puis 4 mois. Vous comprenez que l'écart d'âge est quand même entre l'aîné et le premier garçon, l'écart d'âge est très grand. Donc, moi, j'appelle notre fille la petite maman. C'est comme la petite maman de ses frères. Donc, elle est tout le temps avec, elle joue avec. Et quand il y a cette situation-là, c'est surtout sa sœur qui se posait beaucoup de questions. Parce qu'elle était quand même en âge de se poser des questions. Se posait des questions, mais pourquoi elle? Pourquoi elle qui va à l'hôpital? On a essayé de trouver, des mots, des mots simples pour expliquer la situation. Il nous arrivait de dire que non, parce qu'elle est spéciale. Pas négativement, mais positivement. Elle est différente, on est chacun différent et tout, mais qu'elle est différente. Mais pour les plus jeunes, il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé à se poser des questions, parce que quand ils ne voyaient pas leur yaya, comme ils l'appellent affectueusement, mais pourquoi elle n'est pas allée à l'hôpital? Mais pourquoi elle est tout le temps à l'hôpital? Mais parce qu'elle a mal. Mais pourquoi moi, quand j'ai mal, je ne suis pas à l'hôpital? Mais parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de réponse, tu ne sais même plus quoi répondre. Tu n'as plus de réponse, tu essaies de tourner autour du pot et tout, mais on essaie de rendre, dans notre vie de tous les jours, mon mari et moi essayons de rendre cette situation moins dramatique. On essaie vraiment de la rendre moins dramatique, on essaie de la rendre vivable. Ce qui fait que même quand on est à l'hôpital avec notre aînée, elle-même aussi, le détachement, il lui suffit juste de ne pas voir ses frères, même si à la maison, il lui donne des maux de tête. Des maux de tête, mais quand elle est à l'hôpital et qu'elle y passe toute une journée, elle commence déjà à se renfermer en elle-même, elle les cherche. Et quand elle leur parle au téléphone, elle pleure. Et on est là pour lui dire. Parce qu'à chaque fois qu'elle rentre à l'hôpital, elle ne sait pas quand est-ce que... Nous-mêmes, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. C'est difficile. Ça peut faire une journée, tout comme ça peut faire 2 semaines. Donc ça peut faire 3 jours, tout comme ça peut faire des semaines. Donc, on ne sait pas. Et donc, vous avez des suivis... Tu disais vous avez des suivis réguliers, mais réguliers comment? Parce que pour que les charismatiques comprennent, elle est jeune adolescente, elle va à l'école. Comment ça se passe? Les suivis, ils sont mensuels, c'est aux 2 semaines, c'est quoi? Alors les suivis sont normalement aux 3 à 6 semaines. Mais ça dépend. Si jamais elle fait une crise, par exemple, aujourd'hui, c'est sûr que la semaine prochaine, il faut qu'elle... Ou quand elle sort de l'hôpital, après, il faut qu'elle reparte pour un suivi. Donc ça, c'est comme ça qui se passe. Et pour l'école, par exemple, on a dû la retirer de l'école, comment on dit, conventionnelle. Voilà, elle fait l'école maison, parce que ça lui correspond mieux dans sa situation actuelle. Le temps, ça change, parce que le taux d'absentéisme était très élevé. Il suffit juste qu'elle contracte un virus ou que voilà, il faut l'emmener. Dès qu'elle fait de la fièvre, c'est pas discutable, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Ou dès qu'elle a mal quelque part, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Et les suivis à l'hôpital, par exemple, il faut qu'on regarde tous les organes. D'accord. Parce que vous en avez peut-être parlé lors de la du premier épisode de l'émission. Nous autres, nos globules rouges sont ronds, mais ces globules sont en forme de croissant. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup d'occlusion dans les vaisseaux et de caillots. Et tout. Donc, il faut qu'on vérifie la tête, il faut qu'on vérifie les yeux, il faut qu'on vérifie... Tous les organes vitaux, en fait. Tous les organes vitaux, il faut qu'on les vérifie pour s'assurer qu'il n'y a pas une formation de quelque part. Même quand elle se cogne, devant on a un doute, on se dit, parce qu'elle a mal, parce qu'elle s'était cognée, ou parce que c'est une crise qui commence. On vit dans une sorte de comment je peux dire,
on est sur le qui-vive. D'accord. Certitude. Voilà, Ouais, dans ouais, l'incertitude, on ouais. est sur le qui-vive tous les jours. Ouais. Parce que tous les jours, tout Quelque chose peut qui s'est arriver. produit. Et en même temps, par la grâce de Dieu, on se dit que tous les jours, rien ne va lui arriver de mal. Mais on vit quand même sur nos gardes. C'est ça. Eh ben dis donc, c'est pas évident, mais va avancer. on vit sur nos gardes. On essaie d'être normal. On lui dit effectivement qu'elle est spéciale ou qu'elle est différente. Mais ce mot-là, quand tu l'as dit tantôt, différente, j'aimerais poser la question à Dr Constant. S'il y a différence et s'il faille vivre sa différence, j'allais dire le plus normalement possible, ça sous-entend qu'il peut y avoir aussi des stigmas. Donc, un homme ou une femme, parce que là on parle d'une adolescente, Ouais. mais il y a aussi des adultes qui vivent avec la drépanocytose. Ouais. Ils vivent des stigmas. Bien sûr. Et j'aborderai les deux aspects parce que le regard n'est pas le même. D'accord. Et l'enfant vit cette expérience différemment versus un adulte. D'accord. Et pour un enfant, je pense à un sentiment de culpabilité, un sentiment d'injustice, un sentiment de colère. Et ça a des répercussions majeures sur les parents ou et même son entourage. Et des fois, c'est les parents qui vont s'identifier à ce sentiment-là, qui vont essayer de pouvoir donner une réponse à ce sentiment, exprimé ou non. Gisèle, est-ce que tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu. Ah, ok. Parce que au-delà de l'aspect clinique, de l'aspect évolution de la maladie, il y a tout cet aspect psychologique, tout cet accompagnement. C'est pourquoi on parle du fardeau de la maladie. On parle du fardeau. Et l'avantage dans nos structures, au-delà de l'aspect clinique, il y a cet aspect psychologique, cet accompagnement que les parents ont pour pouvoir aider, et même pour les adultes, il a ce diagnostic, il s'imagine beaucoup de répercussions d'abord en termes de qualité de vie. Parce que, disons, la drépanocytose, c'est la qualité de vie. Quelle qualité de vie je vais avoir? Quelle qualité de vie? Est-ce que je pourrais avoir des enfants? Est-ce que je pourrais me marier? Parce qu'il s'entend si je dois être chaque mois à l'hôpital et si je me marie. Est-ce que l'autre va comprendre ça? Pour une jeune fille qui, elle sait qu'elle est drépanocytaire, elle passe sa vie entre la maison et l'hôpital, elle n'étudie pas dans les conditions régulières. Est-ce que l'autre, le garçon, le futur mari va comprendre cette maladie? Est-ce qu'il sera prêt à pouvoir m'accompagner? Aurais-je des enfants? Et mes enfants, la peur aussi c'est de dire je risque d'avoir des enfants qui sont malades. Et je ne veux pas punir ces enfants à cause de moi. Je ne veux pas. Moi, je souffre déjà. Et je ne veux pas voir mes enfants souffrir. Donc, il peut se priver d'un droit au mariage, d'un droit au bonheur. Il peut se priver parce qu'il ne veut pas faire souffrir. Et peut-être des fois, il y a des gens qui sont abandonnés par les parents, qui sont abandonnés par les frères et sœurs. Alors imagine-toi. Mais ça, il faut quand même le souligner parce que nous venons tous de pays de l'Afrique centrale. Quand tu es drépanocytaire, dans certains endroits, tu es traité de sorcier. Absolument, oui. On vit comment avec ça? Oui, c'est là où Quand bien même on arrive au Canada. Oui. J'aimerais vraiment que tu nous éclaires à ce niveau-là. Est-ce qu'être drépanocytaire et c'est sorcier? Non, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier parce que c'est un état. Un état, un conditionnement de santé comme tout autre conditionnement, comme n'importe quelle maladie. Mais on s'entend que chaque maladie vient avec un fardeau. Fardeau qui est spécifique. Et la peur de ça, c'est est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce que ça se guérit? Et on sait que c'est une transmission génétique. Donc, quel est le risque? Vous confirmez que c'est génétique. C'est génétique. Bon, avec les scientifiques. Oui. Voilà. Et que c'est une maladie dite incurable en tant que scientifique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées qui, avec aujourd'hui la greffe, même la thérapie génique, on est capable de guérir de cette maladie. Donc,
l'aspect curatif aujourd'hui est possible dans la prise en charge de la drépanocytose. Amen. C'est pourquoi, d'où l'intérêt même de pouvoir aller plus loin et pouvoir être une bénédiction pour, surtout pour nos communautés qui font face à cette maladie. Mais malheureusement, si je peux me permettre, c'est vrai que avec les années, il y a cette possibilité de vivre avec la drépanocytose ou de guérir, en fait. Voilà, je voulais dire de guérir de la drépanocytose, mais ça reste que c'est très dispendieux. Ça coûte extrêmement cher. Nous-mêmes, on prie, on essaie d'économiser, on veut, ça sera le seul moyen de donner une chance à notre fille de ne plus avoir cette maladie-là, d'avoir une vie saine, mais ça coûte cher. C'est pas donné à tout le monde. Déjà, nous, on vit au Québec. On ne peut même pas lui faire cette greffe-là au Québec. Il faut qu'on se tourne vers l'Inde. Mais c'est pas encore développé ici? Non, c'est en termes de coût, en fait. C'est en termes de coût, et puis c'est pas une... moi, je le dis parce que à une certaine époque, il y a certaines personnes qui ont bénéficié de cette greffe-là de la moelle osseuse, ici au Québec, mais c'était à une autre époque. C'était un moment où c'était des tests qui se faisaient. Donc les chanceux, comme on dit, ont pu bénéficier de ça. Mais nous autres, étant donné qu'on est venus après, c'est quelque chose qu'ils ne font plus ici au Québec. En fait, c'est dispendieux là, c'est ce que je comprends. Non, c'est même pas une question d'argent. C'est une question d'agenda politique. Ils ne font plus. Voilà, ils se concentrent sur d'autres maladies parce qu'on s'entend que c'est pas vraiment une maladie de la peau blanche. C'est, comme on a dit, pour ne pas, je dirais pas vulgairement une maladie des blancs. Non. Je peux me permettre, c'est plus une maladie des noirs. Et puis des personnes comme des personnes indiennes. Tropicales, c'est ça. Donc, je peux répondre, pour rebondir par rapport à ça, en fait, il y a tout un processus pour qu'on arrive à faire une greffe. Exact. On ne peut pas se lever un matin. On fait un diagnostic. Il faut un donneur. Et puis, donc, avant même qu'on parle d'un donneur, la greffe est réservée pour des cas sévères. D'accord. L'idée a échoué. Tout le processus a échoué. On se dit là, il faut absolument. Donc, c'est un dernier recours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est comme un traitement de première intention, comme on dit dans le terme médical. Donc, ce qui fait qu'ici, c'est fortement encadré. On ne dit pas qu'on ne le fait pas, mais c'est fortement encadré pour qu'on arrive. Mais il y a d'autres parents qui, vu le fardeau, ils veulent absolument qu'on le fasse. Donc, il y a une certaine éligibilité pour qu'on arrive à ce que l'enfant puisse bénéficier d'une greffe. Waouh! C'est vraiment très clair. Heureusement qu'on a un spécialiste, un professionnel dans ça. Et j'entendais l'intérêt que tu as dit de faire cette recherche-là pour être une bénédiction. Rentrons maintenant dans l'église. Qu'est-ce que tu peux conseiller au niveau de la sensibilisation de cette maladie pour éviter qu'on arrive dans des choses comme ça? Le cas concret, c'est le témoignage que Gisèle nous a donné. Je pense que mieux vaut prévenir que guérir. Donc aujourd'hui, nous avons l'église, c'est à 50%, nous avons des jeunes. Des jeunes gens, et la plupart des parents ont découvert leur statut, c'est à travers les enfants. Exact. Ouais. Si vous êtes AS, vous êtes normal. Une fille AS, elle est normale, il n'y a aucun problème. Elle aime un garçon qui est AS, qui aussi pas de problème de santé avant. Mais c'est quand l'enfant naît, on dit que votre enfant est SS. Non, c'est faux. C'est difficile de le croire parce que moi, je ne suis pas malade. C'est alors que les parents, par ce qu'on appelle le conseil génétique, les parents maintenant vont aller faire l'analyse. On trouve que le garçon est AS, la fille est AS. Ça ne s'arrête pas là-bas. La fille retourne chez ses parents. Maman, toi, tu es. Vous comprenez que. Là, on sort la doc. Comme on dit terre à terre, on sort la doc. La fille, le garçon remonte chez les parents. Ça crée un stress. Papa me dit, papa commence à regarder, moi dans ma famille, il n'y a pas de problème. La maman aussi dit dans ma famille. Et là, on rentre dans les accusations et dans les chicanes. Et là, ça crée un stress. C'est pourquoi ce stress, pour nous, c'est important aujourd'hui d'encourager les jeunes à connaître le statut. C'est très important parce que
Elle a si bien dit, c'est un phare. Mhm. C'est pas évident, c'est pas facile. Et c'est une. Il y a eu des divorces. On ne dit pas que. Oh non, il y a des familles, il y a des foyers qui se sont divorcent. séparés parce que l'homme dit c'est chez vous, la femme dit Voilà. c'est chez vous. Ils se sont séparés. Séparés. Et souvent, ce sont les dames qui restent avec l'enfant et c'est très difficile. Donc, pour nous, c'est important. Il faut trouver comment le faire et comment inciter Et les alors, gens. comment le faire? Est-ce que vous avez des pistes de solutions, docteur Constant, Gisèle? Moi, c'est sûr que premièrement, toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, je ne souhaiterais à personne de vivre la situation dans laquelle nous on se trouve. Mais vraiment, ce ne sont pas des parents l'envers. Est-ce qu'on peut éviter? C'est là? Oui, Comment? si on peut l'éviter, en tout cas, faisons-le. On va Déjà, commencer premièrement, par par vous. connaître son statut. Et puis l'accepter. Hein, parce que connaître. Moi, je me suis retrouvée, parce que je parle de mon expérience personnelle, je me suis retrouvée dans une situation où, après, bon, quand j'avais su que j'étais porteuse et tout ça, mais j'ai quand même continué dans le sens où j'ai décidé d'avoir l'enfant, j'ai accepté. Mais si on peut éviter ça dès le début, ça serait vraiment l'idéal. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait même un fœtus qui se forme dans le ventre d'une femme, si on peut déjà connaître d'abord dans quoi est-ce qu'on s'engage. Donc, les parents. Voilà. Ce sont les parents. C'est les parents qui doivent connaître leur statut. Chaque parent, au niveau de l'église, doit savoir est-ce que je suis AA par rapport au profil de l'hémoglobine, je suis AA ou je suis AS. Donc aujourd'hui, quand même, les gens ont de l'information sur ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait instaurer dans l'accompagnement au mariage, est-ce qu'on devrait instaurer l'électrophorèse? Absolument. Parce que dans le premier épisode, on a déjà rappelé que c'était ce test-là qui permettait de connaître le statut. Je pense que les parents d'abord l'information part de la famille, part de la maison. Chaque parent doit connaître, écoutez, moi je suis AS, votre maman est AS, donc je m'attends à ce que soit mes enfants sont AA, c'est possible, soit qu'il y ait des enfants qui sont AS. Donc, pour mon enfant qui est AS, il doit être conscient qu'il ne peut pas aller chercher une femme avec qui soit AS. Comment le faire? C'est par l'Église. L'Église, il y en a une structure qui est le ministère. Désolé, docteur Constant, vous interrompez. Il ne peut pas aller chercher une femme. Mais on ne commande pas une femme comme ça. Je veux dire, quand un monsieur ou une madame croise le regard de l'autre, on ne se pose pas toutes ces questions. C'est juste si je peux me permettre, parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas trop de questions. Parce que moi, on doit dire non alors dans les fréquentations. Advenant, dans les fréquentations, la personne me dit je suis AS. Je dois dire non, je ne peux pas te fréquenter. Tu sais, Émilie, dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix, même dans la Bible, on nous demande de choisir. On nous donne le bien et le mal, on te dit choisis. Mais c'est quand même important de connaître les conséquences par rapport à tous tes choix. Absolument. Donc, c'est vrai qu'on ne commande pas. Moi, je me suis retrouvé dans ce genre de situation où tu as, je veux dire, c'est vrai, quand on tombe amoureux, point barre. Voilà, on ne tombe pas amoureux de l'hémoglobine. J'aime bien. De la personne. Ouais. Voilà. Donc, et c'est très difficile. Surtout quand on est avancé, parce qu'on ne sait pas, c'est pas quand quelqu'un quand tu rencontres la personne aujourd'hui, que tu vas me dire, bon, avant qu'on te parle, montre-moi d'abord ton c'est pas sur ta carte d'identité. C'est quand même, c'est touché. Mais, s'il vous plaît, c'est une réalité, malheureusement. Donc, si tu connais, ceux qui n'ont pas besoin de s'inquiéter, c'est ceux qui sont AA. Tu peux dormir sur tes lauriers, les yeux fermés, tu peux prendre un homme, une femme, te marier avec, il n'y a pas de problème. Et si tu sais que tu es AS, ou si tu sais que tu es toi-même SS, il est impératif de faire le test. Parce que oui, on ne vit pas que... Et de le communiquer. Et de le communiquer. Parce que c'est pas bon. Je vous dis là, c'est pas... On a parlé tantôt de l'absentéisme au niveau des enfants. C'est pas seulement l'enfant qui s'absente. Même les parents s'absentent au travail. Moi, il m'était arrivé à une période où, Dieu merci, aujourd'hui, je suis travailleur autonome. Par la grâce de Dieu. Mais c'est très difficile. Au Congo, quand je me suis séparé de mon ex-mari, ma fille venait d'avoir 1 année.
Il m'arrivait de dormir à l'hôpital pendant des semaines. Et ce qui se passait, c'est une réalité, ça c'est mon histoire. Ce qui se passait, c'est que ma mère venait à 5 h du matin à l'hôpital. Elle me remplaçait et moi je me préparais de l'hôpital, j'allais travailler. Ça c'est quel genre de vie? Simplement parce que je ne pouvais plus dire à mon travail que je suis à l'hôpital avec l'enfant. Sinon je perdais mon travail. Et ça c'est une réalité. Donc il faut, encore une fois, pour revenir à ce que le docteur Constant disait, il faut effectivement encourager tout un chacun de faire l'électrophorèse. Et si vous êtes dans l'étape de la fréquentation, vous devez effectivement communiquer cela. Au début, l'amour et la relation s'est installée. Parce que c'est pertinent. C'est là que nous avons, avant de venir, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine, nous avons eu des cas où là on le faisait 2 semaines avant le mariage. Ouais. Et on le fait 2 semaines avant le mariage, j'ai les résultats, je dis mon frère vous êtes AS, ma soeur vous êtes AS. Il y a des parents qui se sont fâchés contre nous. Ok. Qui se sont fâchés, qui disent parce qu'il y aura plus de c'est du mensonge ce que vous racontez là. Ok. J'ai dit, je suis chrétien, je suis un serviteur de Dieu, mais je dois vous dire la vérité. Ils se sont fâchés, disent vos histoires là, c'est du mensonge. Mais parce qu'on s'est rendu compte que on a laissé les gens dans leur relation, en fait. non, dans leur relation, Ouais. ils veulent se marier 2 semaines avant. Vous allez expliquer à ces gens-là, arrêtez tout. Mais au niveau de l'excès, de trouver des moyens, comment, dès les débuts où les gens ont une relation, c'est pourquoi nous disons les parents doivent faire d'abord l'éducation à la maison. Écoutez les enfants, voilà notre situation. Donc, c'est important. Il ne va pas dire, avant de commencer, t'es AA ou t'es AS, tu trouves une belle femme, tant mieux, allez-y. Vous pensez que vous voulez vous engager dans cette relation-là au niveau du département. Les gens s'enregistrent le plus tôt. Parce que souvent, les gens vont s'enregistrer 2 mois avant le mariage. 3 mois avant le mariage. Vous allez faire quoi? Vous êtes devant un fait accompli. Ouais. Quand vous amenez les résultats, les gens vont vous critiquer, les gens vont vous ne nous aimez pas, tout ça. Vous allez cacher les résultats. Vous allez faire comment? Vous allez dire aux gens, arrêtez, ils sont prêts, tout est préparé. Mais si les gens, au niveau du département, s'enregistrent plus tôt, on fait l'examen. Pas chacun, non, parce que les gens vont aller à gauche ou à droite. Non, non, l'église est mandatée. L'église, c'est une institution qui peut prendre, allez, ok, nous voulons amener tous les jeunes dans votre institution pour tel examen. Ok. Donc, l'église envoie ces gens, ils vont là-bas, ils font l'examen. Si on trouve que vous êtes AA, l'un AS, pas de problème. S'ils trouvent que AA, AS, on leur explique la situation, ils font le choix. Nous, on continue dans notre relation, Dieu va nous faire grâce. On les accompagne. Et comment on les accompagne alors en tant qu'église? Mais avant ça, moi je pense que... Ce que moi je voulais rajouter un peu là, avant que même ça n'arrive que la fille et les garçons se rencontrent, mais comme tu as dit, c'est un travail en amont avec les parents. Donc moi, mes enfants, je dois déjà savoir qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont quoi. Avant même, la fille quand elle va venir, c'est pas bon tout de suite là, non. Mais même si on va faire des examens ensemble pour valider la chose, mais moi déjà je me connais, je suis un AS. Et puis quand la personne, au fur et à mesure, on commence à se parler, et puis ça va rentrer dans la discussion. Absolument. Et puis tu me diras que moi aussi je suis AS. Oh, ok. Avant qu'on aille plus loin, qu'on valide un peu cette situation. Et puis voilà, pour éviter ce genre de choses, qu'on commence à se sentir coupable. Comme tantôt tu disais, tu aimerais bien être à la place de ta fille, mais tu ne peux pas. Mais tu le vis autrement aussi, mais c'est difficile pareil. Tu comprends? Donc pour éviter ce genre de choses, nous suggérons à la famille en amont déjà de commencer à faire des examens. J'en ai vécu moi personnellement, mais je ne rentre pas dans les détails. C'était pour mon dernier garçon. Et moi, je sais que je suis haut, je sais que mon mari est tel. Et puis, voilà, on sort, on dit que l'enfant a ceci. Il doit provenir de quelque part. Pour moi, là, j'étais tellement sûre à 180%. C'est pas moi. Je pointe le doigt à quelqu'un d'autre. Mais après avoir fait les examens, c'était... Et comme tu dis, je remonte, comme mes parents ne sont plus là. J'ai dit, ma soeur, comment ça se fait? Oui, c'est ça. Oui, mon père était encore vivant, je pense. Je commençais à aller comme, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Pourquoi ceci, c'est là? Mais peut-être ce n'était pas de leur faute. Comment je vais dire? Au pays là-bas, on ne fait pas ce genre de choses. Maintenant, on va faire l'électrophorèse.
Comme ça, là, on te dit, on va pas pas plus aller dans oui. les registres Ouais, de c'est tout ça. là. Et voilà ce qui est arrivé. Alors, nous conseillons, comme vous nous avez écouté, nous voulons éviter, c'est vraiment, comment je vais dire ça, c'est Un fardeau. c'est fardeau, voilà. C'est fardeau, c'est lourd à porter. Et si tu n'as pas l'église, et en plus si tu n'as pas le Seigneur. Moi, je vais chuter par là. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour ne pas monopoliser les gens. On fera par la grâce de Dieu s'il y en a encore des questions qui vont nous rentrer. Alors, Clarisse est là. Vous nous avez écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire. Gisèle est toujours disponible. Docteur Constant est toujours disponible. Nous sommes là pour nous informer parce que c'est une situation qui est un peu méconnue. Aujourd'hui, oui, ça va, mais encore de nos jours, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ces genres de maladies. Et les gens ne veulent pas en parler. Courage à toi, Gisèle. Merci vraiment de nous donner de ton temps, de ton témoignage. Mais quel est ton dernier mot par rapport à toutes les personnes qui traversent ces moments difficiles avant qu'on puisse prier ensemble? Moi, je dirais bon courage, déjà premièrement, et d'aller vers les ressources, parce que c'est pas bien de... On peut facilement tomber en dépression, hein. Surtout quand on ne connaît pas le Seigneur, on peut facilement tomber en dépression. C'est très important d'aller chercher les ressources, que ce soit spirituellement, que ce soit même au niveau des hôpitaux. Il y a des accompagnateurs, des personnes qui peuvent être là pour vous écouter quand c'est difficile. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'encouragerai vivement les couples actuels. Il y en a peut-être qui vivent ensemble, mais qui ne l'ont jamais fait. J'encouragerai les personnes qui souhaitent, qui aspirent au mariage. Peut-être même le département de la jeunesse, pourquoi pas en parler, les jeunes, parce que c'est vrai que quand on arrive déjà proche du mariage, c'est presque trop tard. Ouais. Quand on a déjà, des fois on se marie par contrainte, juste parce que bon, ça fait 2 ans que je suis avec la personne et c'est pas maintenant qu'on va se séparer, mais s'il vous plaît, c'est toujours important de faire le test. Après, quand vous vous engagez en connaissance de cause, à ce moment-là, c'est à vos risques, parce que c'est vous-même qui allez décider à ce moment-là, mais donnez-vous quand même une chance, donnez à vos futurs enfants une chance de vivre correctement et sainement. Merci, docteur Constant. En fait, c'est sensibiliser les parents à parler de ces choses aux enfants. Discuter avec les enfants. Pas seulement sur la drépanocytose, sur certaines situations de santé qui se transmettent, qui sont héréditaires et qui peuvent prévenir les enfants de certaines phares. Nous sensibilisons les parents parce qu'au niveau du parent, il peut y avoir un blocage. J'en ai vu des parents qui disent non, c'est faux, ces affaires-là, c'est démoniaque. Oui, nous croyons que le diable peut être en arrière d'une situation, mais quand ça arrive, quand c'est votre enfant qui vit cette situation-là, on a tendance à pointer le doigt à l'autre. C'est ça. On dit Ça non, change la donne, ça change c'est dans la belle famille, c'est dans la famille de l'homme. Et ça crée des divorces, ça crée des... Et les 2 jeunes qui s'aimaient, ce n'est plus l'affaire de 2 personnes, c'est l'affaire d'une famille. Parce que les parents n'ont pas pris le soin de parler aux enfants. Vous savez que dans votre famille, vous avez une situation X. Sensibiliser les enfants par rapport à ça, qu'ils prennent conscience que dans les choix de demain, ils doivent tenir compte. C'est cela. Dans les choix de demain, nous devons tenir compte de cela. C'est très important. Alors, j'entendais aussi dire c'est une maladie incurable. C'est déjà quand c'est fait. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand c'est fait. Mais il y a une chose que je sais, avec Dieu, tout est possible. Amen. Aux yeux de l'humain, aux yeux du scientifique, de la médecine, oui, c'est un peu compliqué, mais gloire à Dieu, Dieu a donné l'intelligence aux médecins. C'est pour ça que tu fais des recherches. Parce que tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours une solution. Bien que tu restes pragmatique dans ce que tu fais, c'est correct, mais en toi-même, tu sais que Dieu est là. Absolument. Et que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Gisèle, comme on a toujours fait, on t'a toujours accompagné, on a toujours cru, on a toujours proclamé, on a toujours déclaré, on a toujours prié que notre fille est déjà guérie. Amen. Maintenant, Amen.
Ce qui peut arriver, ça va arriver. Je sais que tu vis encore physiquement, réellement, mais nous savons que notre Dieu est un Dieu des miracles. Là, il n'y a pas à discuter. Alors, vous qui nous regardez de loin, que vous pensez que oui, je passe par des moments difficiles, mais il y a un chemin aussi qui t'est donné, c'est le chemin du Seigneur. C'est Dieu guérit toute maladie sans exception. Maintenant, c'est la perception de comment tu trouves la chose. Et nous croyons, en tant qu'ici, sur ce plateau de Caris, c'est un plateau des grâces, où on sait que quand on déclare des choses, je sais que par la grâce de Dieu, Dieu l'accomplit. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a pris nos infirmités, il a pris toutes nos maladies, il a pris la malédiction. Dans la malédiction, il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a tout cela, Dieu l'a pris. Et il a pris cette maladie, la drépanocytose. Et c'est un nom aussi compliqué, c'est une maladie compliquée. Vraiment. Mais nous croyons que notre Dieu est au-dessus de cette maladie. S'il a guéri des cancers, s'il a guéri l'ulcère, s'il a guéri l'hypertension, le diabète, peu importe. Et je crois que ce midi, Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons comme savoir. Et notre intelligence est limitée, mais l'intelligence de Dieu n'est pas limitée. Alors nous allons lever nos mains pendant 1 minute pour recommander notre fille entre les mains du Seigneur et tous ceux qui sont en train de traverser ces moments difficiles. Oh, santé Kerabasara, Santa Karabashanda. Tu as dit celui qui vient en toi, Seigneur, tu éloigneras la maladie, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, notre naissance entre tes saintes mains. Tu l'as déjà dit, il y a des promesses dans la vie de cette fille. Et nous croyons, Seigneur, sur ce plateau Caris, nous déclarons qu'elle a été déjà guérie. Et nous déclarons la guérison totale dans les eaux. Seigneur, tu es le Dieu qui change le sang. Seigneur, que son sang soit changé au sang parfait, clair de notre Seigneur Jésus. Nous le déclarons, nous prions au nom puissant de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui guérit. Il n'y a que le nom de Jésus qui délivre. Il n'y a que le nom de Jésus qui libère. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui donnes, Seigneur, toute forme d'intelligence à nos médecins, à nos bien-aimés, pour qu'on trouve une solution aussi. Merci, Seigneur, parce que tu guéris toute maladie. Merci, nous croyons qu'à ce midi, nous croyons en déclarant, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment nous déclarons de tout notre cœur, par la foi en Jésus-Christ, que ces enfants, ces familles sont guéris, ces enfants, nos soeurs, nos frères sont guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions cela au nom puissant de Jésus. Dans sa vie et dans sa maison. Et nous prions pour tous les parents. Tous les parents qui font face à ce défi. Seigneur, fortifie ses familles, fortifie ses parents. Donne la force. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ainsi prié au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen et Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je te dis merci, Émilie, de m'avoir accompagnée. Gisèle, beaucoup de courage. Merci. On est ensemble. Et docteur, merci. C'est pas fini avec toi parce qu'on va toujours revenir. On aura besoin de ta ressource. Et Gisèle, je t'ai posé une question. Ça, tu m'as pas répondu, c'est un dernier. C'est comment? Là, est-ce que tu as fait des examens avec notre frère? Et c'est là que j'ai appris que nos bien-aimés qui ont la peau blanche n'ont jamais... C'est une autre façon de l'avoir, mais ils n'ont jamais eu. Ils n'ont pas d'anémie. Oui, d'anémie. Ils ne sont pas porteurs. Mon actuel mari est québécois. Voilà, les caucasiens, les blancs. Voilà. Vulgairement, on dit blanc. Voilà, il est de la peau blanche. Donc, mes autres enfants sont métis. Et ils n'ont pas... ils ne sont pas porteurs, au fait. Ils n'ont pas la maladie. Bon, merci. Émilie? Eh bien, écoutez, on se retrouve au prochain épisode parce qu'on abordera éventuellement les ressources. Tu as, dans tes réponses données, du moins dans ton témoignage de vie, tu as indiqué effectivement que tu fréquentais beaucoup l'hôpital Sainte-Justine.
avec le docteur Constant, nous avons éventuellement creusé à ce niveau-là et on viendra très certainement lors du prochain épisode vous présenter éventuellement quels sont qui s'occupe de ces parties-là. C'est ça. Voilà. Donc on viendra vous présenter éventuellement quelles sont les ressources qui s'offrent à vous et à ce moment-là vous serez, je dirais, armés, armés de la parole, armés de la connaissance scientifique sur ce sujet-là et on dormira plus intelligent. Ouais, tiens, c'est ça. Voilà, plus charismatique. Tu es là-dedans, tu peux être médecin, hein, tu sais, voilà. tu as maintenant de la connaissance. Absolument, absolument. Voilà. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin, dirais-je encore, si ce n'est que la grâce et le bonheur de notre Dieu vous accompagnent tout au long de vos vies et que je vous bénis au nom du Seigneur. Alors, c'était First Grace, Suzy Ndelo, sur le plateau de Caris. Ok, à bientôt. Au revoir. À bientôt, bye bye.